Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine À vous de convaincre. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'accueillir deux invités de marque en plus de notre chroniqueur Karasoli pour explorer deux sujets brûlants touchant les États africains. Dans notre première partie, consacrée à la corruption sur toutes ses facettes, nous avons l'honneur d'accueillir Maître Brice Zamba, avocat au barreau de Paris, qui se trouve à ma gauche. Bonjour Maître. Bonjour, Monsieur Roca. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vous en prie. Je suis honoré de vous accueillir. Je vous en prie. Et aussi, à ma droite, nous avons notre invité, Monsieur Ag Hamidou Mohamed, journaliste, analyste politique. Bonjour, Monsieur Mohamed. Bonjour, Monsieur Roca. Merci d'être là pour ce débat sur la corruption. Mais dans la deuxième partie, ça sera un autre thème. Et Kara, celui que je ne présente plus. Kara, bonjour. Bonjour, Roca. Merci en tout cas d'être là. Donc nous débutons en plongeant dans ce sujet épineux de la corruption, un fléau qui mine les fondements même de la gouvernance dans de nombreux pays africains. Oui, Roca, tout à fait. Donc la corruption, un sujet extrêmement vaste et sensible, hein, il faut le savoir. Donc avant de planter le décor, donc, nous allons dire à nos téléspectateurs la définition de la corruption. C'est quoi la corruption ? Donc la corruption, c'est un délit commis par un particulier ou une institution qui propose directement ou indirectement offre, don ou avantage pour obtenir d'une autorité publique, d'une personne investie d'une mission de service public ou d'un élu, l'accomplissement ou non d'un acte relevant de ses fonctions ou facilité par elle. Justement, donc voilà la définition de la corruption par Larousse. Et par contre, donc l'ONG Transparency a publié son rapport chaque année, donc celui de 2023 qui porte sur l'état de la corruption dans le monde et aussi en Afrique. Donc les pays africains sont globalement très mal classés dans l'indice de la perception de la corruption dans le monde. Et un seul pays, par contre, africain figure dans le top des 20 pays et territoires où la corruption est la moins faible. Donc ce classement compte 180 pays et territoires, donc selon l'ONG allemand Transparency International. Et ce pays, ce sont les Seychelles. Donc c'est un tout petit pays en Afrique qui n'est pas très connu, mais qui est classé par Transparency International comme l'un des pays les plus vertueux d'Afrique. Donc Roca, et je te citerai en effet le tableau des pays les plus corrompus en Afrique et les pays les plus vertueux tout au long de cette émission. Merci beaucoup, Kara. En Afrique subsaharienne, la corruption, effectivement, détourne les ressources destinées aux services publics, mais pas que. Nous allons à la régie et ensuite nous allons revenir pour commenter. Liliane Moine, bonjour. Bonjour. Comment évolue la corruption en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ces dernières années ? Nous constatons malheureusement que malgré le fait que 48 des 55 pays États membres de l'Union africaine aient ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption perdure avec la même intensité en Afrique et prospère dans un climat de restriction draconienne des droits humains et de l'espace civique, et qui limite la capacité justement des défenseurs des droits humains à demander des comptes à des acteurs puissants au sujet de la corruption. Dans ce rapport, vous documentez la répression contre des défenseurs des droits humains qui tentent de lutter contre la corruption. Vous avez étudié la situation dans 19 pays. Dans quel pays la situation est-elle la plus alarmante selon vous ? On ne peut pas dire qu'il y a un pays spécifique où la situation est la plus alarmante. Ce que nous avons constaté, c'est que dans ces pays, les autorités ont adopté des lois répressives pour restreindre l'exercice des droits fondamentaux et utiliser certaines lois existantes pour faire taire les voix critiques, y compris les lanceurs et lanceuses d'alerte, qui jouent un rôle crucial en signalant ces agissements. Parallèlement, les défenseurs des droits humains qui essaient de combattre la corruption sont confrontés à un manque de lois permettant de les protéger, à des institutions judiciaires biaisées et à une culture d'impunité qui laisse justement les pratiques malhonnêtes et les abus de pouvoir impunis. Pour vous donner un exemple concret, il est fort de constater que sur les 19 pays étudiés, seuls la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger ont adopté des lois sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et seul le Ghana possède une loi visant spécifiquement à protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte.
Dans ces pays, vous expliquez que les défenseurs des droits humains qui combattent la corruption risquent arrestation, harcèlement, placement en détention. Certains risquent même la mort. Quel est le profil de ces personnes menacées? Nous avons mentionné dans le rapport 31 cas et ces cas-là ont été sélectionnés au vu de la corrélation étroite ou plutôt le lien étroit entre leur travail et leurs actions en tant que défenseurs des droits humains qui combattent la corruption et la répression à laquelle ils ou elles font face. Donc, on parle évidemment des journalistes tels que Martinez Zogo, on parle des blogueurs ou blogueuses, on parle des lanceurs ou lanceuses d'alerte, on parle de professionnels de la santé, on parle même des leaders locaux. Parmi les cas emblématiques, il y a celui du journaliste togolais Ferdinand Haïté qui a été contraint de fuir son pays après avoir accusé 2 membres du gouvernement de corruption. Voilà, maître. Alors, cette interview, ce reportage a été réalisé par nos confrères de RFI. Nous venons de suivre les réponses données par l'interviewé. Corruption et injustice, d'une manière globale, en Afrique. Quel commentaire allez-vous faire par rapport à ce reportage? Oui, alors, ce qu'il faut constater déjà, c'est que dans ces reportages, il a été dit qu'il y a une convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption qui a été ratifiée par quasiment tous les États africains qui font partie de l'Union africaine. Donc cette convention, à la vérité, pose les principes qui doivent inspirer les États signataires à prendre des lois pour lutter, donc pour prévenir d'abord et pour lutter contre la corruption. Donc dans ces principes-là, ce sont des principes qui permettent à la vérité de prévenir, de détecter, de réprimer et de réprimer le phénomène de la corruption. Parce que la corruption, c'est un phénomène. Ce n'est pas qu'il y a un délit à proprement parler, mais c'est un phénomène qui regroupe plusieurs délits. Vous avez la concussion, vous avez le détournement de fonds, vous avez aussi le blanchiment des produits de la corruption. Donc vous avez toutes ces infractions-là à la vérité. Cette convention a cité, a défini en fait les infractions qui sont liées au phénomène de la corruption et a demandé aux États signataires de pouvoir prendre des lois pour pouvoir définir donc ces infractions et de prévoir aussi un cadre dans lequel on peut lutter contre la corruption. Donc cette convention prévoit par exemple la mise en place des lois pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est ce qui a été dit dans le reportage. C'est-à-dire que chaque État doit prendre des lois pour protéger des personnes qui dénoncent, qui ont été témoins des faits de corruption et qui dénoncent auprès des autorités. Donc il faut des lois pour protéger ces gens-là. Mais il faut aussi des lois pour lutter contre les dénonciations calomnieuses. Parce qu'il peut aussi y avoir... Voilà, la délation surtout. Aussi. Voilà, pour des règlements de compte, on peut estimer que son voisin s'enrichit un peu trop, ça se trouve que c'est un corrompu, et on fait des dénonciations calomnieuses. Donc, il faut trouver l'équilibre, donc avoir des lois qui protègent les témoins des faits de corruption, avoir aussi des lois qui protègent, en fait, qui luttent contre les dénonciations calomnieuses, mais aussi, il faut, donc, cette convention prévoit aussi la mise en place des autorités indépendantes de lutte contre la corruption au sein des institutions de l'État. Donc il faut qu'il y ait une autorité dont le but va être de récolter les informations liées aux faits. Dans d'autres pays, on parle de l'autorité de bonne gouvernance. Voilà, ou une autorité de lutte contre la corruption. Donc il faut qu'il y ait cette autorité-là qui doit avoir des pouvoirs d'investigation. Il faut donner beaucoup de pouvoir à cette autorité pour faire la collecte d'informations, d'écouter des témoins, de former des dossiers et aussi, pour certains États qui veulent aller plus loin, peuvent même donner à cette autorité le pouvoir de saisir directement la justice, sans passer par le procureur. Donc voilà, donc c'est vraiment toute une articulation importante. De toute façon, nous allons y revenir. Maître Ag Mohamed, quelle est votre lecture par rapport à ce que vous venez d'entendre? Voilà. Dans un premier temps. Bon, dans un premier temps, la corruption, c'est pas pour trop être sévère, c'est quand même, je dirais peut-être une culture chez nous en Afrique. Ah, donc vous pensez qu'on cultive la corruption? Ah, en tout cas, quand même, dans tout, il y a la corruption. Si vous prenez toutes les couches de sociétés, des institutions, c'est vraiment... Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Par exemple, moi, dans mon pays, si je vais, par exemple, retirer mon attestation... Votre pays, c'est le Mali. D'accord. Si je vais, par exemple, retirer mon attestation ou m'inscrire dans une faculté, on fait de telle sorte que
Il faut un peu de vin. Il faut un peu de vin, il faut un peu de vin. Même si tu prends des heures à rester dans la file, et tu dois... Tu finiras par être intrigué, par être obligé consciencieusement qu'il fallait que tu fasses quelque chose. Là, on devient corrupteur. Voilà. Alors. Parce que dans le phénomène de la corruption, dans la définition qui a été donnée par votre chroniqueur, monsieur Carasoli, oui. il a bien dit, c'est-à-dire que dans la corruption, il y a la sollicitation et à l'acceptation. Il y a celui qui sollicite, qui participe au phénomène de la corruption, il y a celui qui accepte et qui participe aussi de ces phénomènes-là. Mais ça ne rend en fait, la corruption ne facilite-t-elle pas l'injustice vis-à-vis du corrompu, selon vous? Ah non, celui qui sollicite la corruption, il n'est pas injustement puni? Non, c'est lui qui sollicite et participe à la corruption. C'est-à-dire que lui aussi, à la vérité, on doit mettre en place un dispositif légal qui doit aussi incriminer celui qui sollicite. Oui. Parce que souvent, on dit que les pays africains sont des États corrompus. Mais c'est qui le corrupteur alors? Voilà, c'est ça, parce que quand il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Tout à fait. Voilà, donc il faut, dans le phénomène de la corruption, il faut prendre les deux bouts. Il faut voir, parce que souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on étudie la corruption que vis-à-vis du corrompu. On fait des analyses, on fait des études pour dire que le corrompu, l'État corrompu, c'est tel État. Mais il faut aussi faire des analyses sur les États corrupteurs. Ou des sociétés, des multinationales corruptrices. Monsieur Hack, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la population accepte d'être dans cette situation que la corruption perdure dans certains pays africains, tel que le cas du Mali dont vous venez de prendre? Oui, les gens ils vivent dans ça. Comme le maître l'a dit, il faut que les États sachent vraiment raison garder d'essayer de se débarrasser de ce poison qui est à l'origine même de toutes ces crises qu'on voit en Afrique. Quand on voit par exemple des régimes qui s'installent de façon vraiment à faire des putsch contre des régimes démocratiquement élus et qui viennent tous pour dire que nous, on est là pour 6 mois, pour 12 mois. Et on voit derrière, les gens disent que non, ils vont attendre, ils vont prendre un temps pour corrompre tout le monde et en fin de compte, ça devient... Là, vous êtes en train de parler des régimes militaires, mais il n'y a pas que des régimes militaires qui sont versés dans la corruption. Ça, c'est pas des régimes civils qui pratiquent la corruption. On est bien d'accord? On est bien d'accord, comme je l'ai dit, c'est culturel. C'est culturel en Afrique. Oui, alors, Carasoli, quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ce reportage de RFI, de nos confrères de RFI? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la corruption, malheureusement, est devenue un sport. Un sport national ou même peut-être international. Là, vous êtes tous pessimistes, là. Donc, pour vous... Justement, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire, parce qu'en France, ici, il y a une loi qui punit... Alors, nous sommes sur Global Africa, nous ne sommes pas sur... voilà, c'est un exemple, mais qui punit... je vais faire le parallèle. Qui punit la prostitution. Mais on condamne la prostituée, mais on condamne aussi le client. Donc, si on doit lutter efficacement contre la corruption, il faut aussi mettre en place une loi qui punit les corrupteurs. Donc, les corrupteurs, bon, nous, quand on parle de la corruption individuelle, ça c'est sur une toute petite portion. Mais ce qui est aujourd'hui en question ici, c'est la corruption des États, la corruption... au sommet. Voilà, au sommet de l'État, c'est-à-dire la corruption des gouvernants. Mais cette corruption coûte extrêmement cher aux gouvernés, c'est-à-dire aux populations, parce que c'est de l'argent normalement qui est destiné à créer des hôpitaux, ou à construire des hôpitaux, à acheter des médicaments, à faire des routes. Donc si cet argent... Et les gouvernants, ils prennent ça à leur profit. Justement. Au détriment de la population. Voilà. Alors, donc, maître, donc du coup, on se retrouve avec des pays très, très endettés et puis aussi moins développés, avec des coupures d'électricité. Alors que les nantis sont bien chez eux avec l'argent du contribuable. Ils viennent investir d'ailleurs en Occident ici. Ok, maître, quels sont, selon vous, les défis les plus pressants que les États africains rencontrent dans la lutte contre la corruption?
Non, mais c'est déjà de la volonté politique. C'est-à-dire que je pense que le premier problème, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique de lutter contre la corruption. Parce que si on veut lutter contre la corruption, à la base, c'est d'abord, il faut avoir une volonté politique de pouvoir mener cette politique-là. Quand on a cette volonté-là, à partir de ce moment-là, on met en place des lois. Quand on met en place des lois, il faut aussi mettre la justice en situation de pouvoir juger les personnes qui sont soupçonnées des faits de corruption. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des lois. Moi, je prends le cas du Congo-Brazzaville que je connais bien. Vous allez voir, il y a un dispositif législatif qui incrimine la corruption, etc. Mais le problème, c'est que la justice ne suit pas. Vous avez un collectif de la société civile du Congo qui a déposé plainte devant le tribunal judiciaire, devant le parquet. Pour une plainte pour détournement de 14 000 milliards qui était destinée à des générations futures. Cette plainte a été déposée depuis juillet 2023. On est aujourd'hui au mois de fin avril 2024. Il n'y a aucune suite. Vous voyez, donc, pour lutter contre la corruption, il faut d'abord que la justice soit libre, il faut avoir des magistrats courageux, mais pour que les magistrats soient courageux, il faut que les magistrats sont protégés par la loi. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait la répression. Voilà, Donc vous pensez que les magistrats sont intimidés, par les autorités exécutives? Soit ils sont intimidés, soit ils sont corrompus. Voilà. Donc on en revient encore au même point. Vous voyez, parce que la corruption, comme on le sait, c'est à partir du moment où on vous offre un avantage, qu'il soit en bien matériel ou même en bien monétaire, pour que vous puissiez utiliser votre charge pour atteindre un objectif qui est contraire à l'objectif de la fonction que vous devez exercer. Donc là, vous êtes corrompu. Donc on a soit affaire à des juges qui sont corrompus, soit on a affaire à des juges qui ont peur. Oui. Voilà, donc c'est ça. En tant qu'homme de médias, journaliste que vous êtes, comment les États peuvent faire pour faire face à ce fléau qui est en train de miner le continent africain? Comme je l'ai dit, c'est un fléau qui est vraiment une sorte de couteau, un serpent à plusieurs têtes. Si je prends par exemple le cas du Mali, il y a le responsable de l'Union nationale des travailleurs du Mali, dont l'audio est viral actuellement au Mali, qui parle même, qui fustige les autorités qui ont nommé, parce qu'il y a le directeur de l'Office national de lutte contre l'enrichissement illicite, où il parle de son salaire faramineux, il parle du salaire de son chauffeur et des primes de son chauffeur qui les dépassent et en tant que des fonctionnaires de catégorie A. Alors que la population... la population. Et aussi, je parle aussi du fait qu'aujourd'hui, dans les insurrections politiques de changement, on voit des plateformes, on voit des leaders, qu'ils soient leaders politiques ou leaders religieux. Mais quel est votre travail? Je reviens sur ma question. Le travail en tant que journaliste, en tant qu'homme de médias, qu'est-ce que vous devez faire pour que les autorités soient interpellées pour arrêter ce fléau? Il faut arrêter certaines habitudes. Comment faire? Voilà, je te dis, moi par exemple, je soutiens Maître Zamba à être président demain de la République du Gondwana. Je vais l'obliger à prendre quelques personnes dans son gouvernement et dans l'Assemblée. Et gare à mettre aux personnes que je vais placer, elles doivent me donner des pots de vin. Et gare à eux aussi qu'elles diminuent ce qu'ils donnent. Et voilà ces habitudes. Oui, homme de médias, que vous êtes directeur de publication de l'Afrique Nouvelle Mag. Aujourd'hui, les États africains sont confrontés à ces défis. Vous avez un travail, vous êtes le quatrième pouvoir des médias. C'est-à-dire, déjà, première chose à faire, c'est de dénoncer. C'est-à-dire, certains nombres de pays, il faut le reconnaître, parce qu'avant, quand il y avait le classement des pays les plus corrompus en Afrique, et le Nigeria, le Cameroun, par exemple, sont souvent cités. Mais aujourd'hui, ces pays ont quand même fait un travail pour essayer de sortir de cette zone rouge. Et donc, je crois que le travail des ONG, de Transparency International, en l'occurrence, et puis aussi des lanceurs d'alerte, eh bien, c'est de dénoncer la corruption
donc à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça soit au niveau des États, surtout, c'est le plus criant. C'est-à-dire la corruption au niveau des États. Parce que c'est comme si nos hommes politiques sont passés dans des universités où on les enseigne à voler, justement. Donc, et pourtant, comme il l'a dit, dans tous les pays d'Afrique, il y a un organisme qui est chargé de lutter contre la corruption. Au Sénégal, on l'appelle l'OFNAC, c'est-à-dire l'Office national contre la corruption. Oui. Donc, et d'autres pays, ils ont tous ces organismes-là. Mais souvent, des gens qui sont mis à la tête de ces organismes, ce sont les présidents qui les nomment. Donc, du coup, comment on peut nommer ceux qui les nomment, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de leur acte. C'est-à-dire que, et c'est exactement la même chose aussi pour les juges, les procureurs, parce que ce sont les chefs d'État qui les nomment. Donc il n'y a pas eu de séparation entre le pouvoir juridique et judiciaire plutôt et le pouvoir exécutif. Donc du coup, et bien quand l'exécutif est compromis dans la corruption, eh bien, le judiciaire ne peut absolument rien faire, parce que le judiciaire dépend entièrement de l'exécutif. Voilà. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission, alors la place de Seychelles, Maître, des améliorations importantes ont été constatées par Transparency International, parce qu'en fait, Transparency International a ce qu'on appelle IPC, l'indice de perception de la corruption, et sorti en 2023, qui disent qu'il y a eu des améliorations importantes qui ont cependant été constatées dans des pays comme les Seychelles, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Vous pensez que les autorités de ces pays, qui ont des indices, par exemple, les Seychelles 71 sur 100, parce que l'IPC c'est sur 100, c'est mesuré sur 100, les Seychelles qui représentent 71 sur 100, l'Angola 33 et la Côte d'Ivoire 40. Est-ce que vous pensez que les autres États pourraient copier sur ces États-là pour pouvoir améliorer la situation et éviter l'impunité vis-à-vis surtout de ceux qui commettent cet acte? Oui, mais j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout est toujours question de volonté politique. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez par exemple les dispositions de la plupart des constitutions en Afrique qui disent que lorsque un chef d'État ou les ministres prennent leurs fonctions, doivent faire une déclaration de patrimoine. La plupart des constitutions en parlent. Et même on parlait de la convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. Il y a une disposition de cette convention qui dit que tous les agents publics, avant de prendre leurs fonctions, doivent déclarer leur patrimoine et à la fin de leur service, doivent aussi déclarer leur patrimoine. C'est pour vérifier si le patrimoine s'est enrichi en proportion de leur salaire ou pas. Les dispositions existent dans les textes, mais c'est la volonté qui manque, la volonté politique d'appliquer. Et pour cela, il faut moi je pense, il faut faciliter ou il faut promouvoir la constitution de plus en plus d'associations de lutte contre la corruption au sein de ces États, puisqu'il faut que le travail vienne de la société civile. Voilà, parce que vous savez la difficulté qu'on a en Afrique. Mais si les autorités font sourd d'oreille, comment la société civile? Oui, mais la société civile, si elle mobilise la population et qu'il y a des manifestations, la société civile peut influer sur le cours législatif et sur le cours de la pratique politique. C'est ça. Parce que la difficulté, c'est qu'en Afrique, les gens croient qu'on fait la politique pour s'enrichir. C'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens entrent en politique en Afrique parce qu'ils croient, ils pensent, ils constatent qu'en faisant la politique, on devient riche. Donc, les gens ne font pas la politique en général en Afrique pour servir les populations ou pour élever le niveau de vie et de conscience des populations. Donc, ce qui fait qu'aussi longtemps que le personnel politique africain ne va pas comprendre qu'il y a dans la politique, il y a le service et il n'y a pas le fait de se servir, on aura toujours ces problèmes de corruption-là. Donc, c'est ça. Alors, M. Ag, dites-nous, qu'est-ce que la société civile peut-elle réellement faire pour peser dans la lutte contre la corruption? Il faut comme Maître l'a si bien dit, il faut intégrer la société dans les décisions. Mais souvent, certains leaders de la société civile sont corrompus. Oui, bien sûr, ça c'est les leaders que j'appelle les leaders synclétons. Vous allez voir quelqu'un qui est là, il dit qu'il est leader, il est là, comme par exemple celui qui a été enfermé au Mali, là, Clément Dembélé, et qui détient des chiffres, mais il est seul. Vous voyez, il faut qu'est-ce qui fait que ces leaders ne sont pas suivis? Pourquoi ils sont singletons, selon vous?
Cela explique quoi? Parce que la moralité, parce qu'on les a toujours croisés, moi étant journaliste du terrain, je les ai toujours croisés sans leur société civile, sans leur base. Ils sont toujours seuls. Donc c'est ça qui fait que... Alors qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours seuls? Parce qu'ils ne convainquent pas? C'est quoi exactement ils ont des chiffres, mais on ne sait pas, ils ne disent pas là où ils les ont obtenus. Ouais. Ils ne disent pas là où ils les ont pris. C'est les chiffres des followers? Ils te disent seulement, ils viennent seulement dans comment on appelle, à travers, je m'excuse du terme, un coup de gueule. Ça nous a coûté 60 ans de ceci, cela, le budget était celle. Par exemple, il y a un autre aussi qui a lutté pour les changements. En 2020, le gars de la plateforme Irewolo, Ben Le Cerveau aussi, qui dit en 2023, le budget de la présidence est passé de 19 milliards par an à 22 milliards, sans citer la source. On n'a pas de source pour vérifier tout ça? On n'a pas de source. Moi, je pense que je rejoins ce que Maître a dit, qu'il faut vraiment aider à créer de bonnes institutions, de sociétés civiles, de cours de contrôle, vous voyez, lutter contre les biens mal acquis, voilà, empêcher certaines personnes ou certains leaders, par exemple le cas de la Guinée équatoriale, par exemple le cas de l'ancien président de la Mauritanie. Donc voilà, je pense que si on s'attelle à ça, on pourra trouver l'issue. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons au terme de cette première partie. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, après une petite publicité. Alors, nous voilà de retour sur le plateau pour cette deuxième partie de notre émission « À vous de convaincre ». Alors, nous allons poursuivre avec l'accord controversé entre Kigali et Londres sur l'expulsion des migrants. Nous allons juste un petit résumé. Dans la nuit du 22 au 23 avril, le Parlement britannique a adopté le controversé Safety of Rwanda Bill, un projet de loi autorisant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Véritable accord de sous-traitance, le texte prévoit que les demandeurs d'asile effectuent leur démarche depuis Kigali, qui se chargera également de les examiner, et ce peu importe leur pays d'origine. Maître, avant de vous donner la parole, je vais demander à la régie de nous faire passer ce reportage, ces témoignages, et ensuite nous allons commenter. It can also happen to me, so I am in fear, yes. I'd rather die than go to Rwanda. No, it won't, I don't even want to think about it. I would have gone to Rwanda if I wanted to go to Rwanda. I came here. But now you want to send me to Rwanda, why? It's better to kill me than take me to Rwanda. Take my body lifeless there, not their life. Good morning. So from today, our new migration and economic development hub. Thank you. The government has already been working in advance on a new treaty with Rwanda, which we will finalise in. This new legislation seriously hinders the rule of law in the UK, and it sets a perilous precedent globally. And we think that that is inconsistent with global solidarity and responsibility sharing, and is also in breach
of the 1951 Refugee Convention. I've got a concern that authoritarian governments around the world are going to look at what's happened in the UK and see a precedent that extends far beyond asylum policy or the situation for refugees. Maître, je préfère mourir que d'aller au Rwanda. Voilà un témoignage choquant, poignant. Selon vous, est-ce que les droits de l'homme ou les droits humains sont bafoués par Kigali et Londres? Oui, alors moi je dirais d'abord que en fait ce qui se joue en Angleterre, au Royaume-Uni, il faut le voir aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique par la suite. Voilà. Parce que le parti conservateur qui est au pouvoir, en fait, craint au niveau de son électorat. Parce qu'il y a... Un parti qui est mal positionné actuellement, bien entendu. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de migrants qui arrivent par des bateaux par la Manche et chaque jour quasiment voilà. Donc ce qui fait que plus les migrants arrivent, plus l'électorat a besoin en fait d'une action dure. Voilà. Donc les conservateurs veulent en fait apporter à leur électorat une action pour dire que nous sommes conformes à vos attentes. Bon. Ça c'est politique. Maintenant sur le plan juridique. Il faut se dire qu'ils disent que ce sont les migrants arrivés sur le territoire anglais en situation irrégulière ou de façon illégale. Oui. Bon, il faut savoir que la plupart des demandeurs d'asile arrivent dans un pays d'une manière illégale. De façon illégale. Voilà. Donc, je trouve déjà que c'est assez extraordinaire parce qu'on ne peut pas venir, quand on veut demander l'asile, arriver de façon légale. Donc, ça supposerait qu'on fasse des démarches dans son pays pour avoir un passeport, pour avoir un visa. Donc, ça supposerait que vous n'êtes pas inquiété, en fait. Vous voyez, donc, des gens qui arrivent pour demander l'asile de façon générale viennent de façon illégale. Donc, ça veut dire que Londres veut tout simplement décider des quotas. Et c'est dire que par an, je vais traiter tel quota et le reste, j'envoie au Rwanda. Voilà. Alors, c'est là où il y a des vraies atteintes. C'est qu'il faut savoir qu'en 2023, il y avait déjà ces processus qui étaient entamés. Bon, il y a eu les tribunaux, il y a eu la Cour européenne des droits de l'homme qui avait pris une décision pour aller contre cette décision-là. Et la Cour suprême aussi du Royaume-Uni avait pris une décision aussi contre le fait d'embarquer des migrants vers le Rwanda. Donc là, les conservateurs ont réécrit la loi de façon à dispenser la procédure d'expulsion vers le Rwanda des traitements par les tribunaux. C'est-à-dire qu'il y a même une disposition qui prévoit que le ministre en charge de l'immigration peut ne pas répondre aux injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme. Si par exemple, il y a des migrants qui doivent être expulsés et qu'entre-temps, ils saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour déclarer illégale cette expulsion, le ministre de tutelle a le droit de ne pas respecter cette injonction. Donc vous voyez que là, on est vraiment, puisqu'il faut savoir que le Royaume-Uni est signataire des conventions internationales pour protéger les réfugiés, les demandeurs d'asile. Donc l'Angleterre le Royaume-Uni est en train d'entrer dans une pente qui est vraiment à l'encontre de ses obligations internationales, ça c'est de un. De deux, porte atteinte même au principe de loi qui organise. À quoi joue Kigali exactement? Je pense que Kigali fait un calcul aussi bien... Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il signe de tels accords. Oui, il faut dire que Kigali fait un calcul sur le plan financier, puisqu'il aura nécessairement l'aide financière du Royaume-Uni, il y a ça. Et ensuite, on parle de 3 000 milliards de livres sterling que le gouvernement de Kagame va toucher. Donc, pour s'occuper, pour construire des hôtels par rapport à ces migrants. Oui, donc ça fait quand même une manne financière importante. Et puis aussi, Kigali fait sa propre propagande en disant que nous avons besoin de ces migrants-là qui peuvent venir pour renforcer l'activité économique du pays. Voilà, donc en fait pour Kigali, il y a le plan financier et puis il y a aussi l'espoir de pouvoir intégrer ces migrants pour booster son économie. Voilà, donc maintenant... il va se poser un problème parce que ce n'est pas les mêmes références culturelles et ces populations-là n'ont pas demandé à arriver au Rwanda. Tout à fait. Donc, les ONG sont contre cette mesure alors que le Rwanda compte à peu près 40% de sa jeunesse qui est au chômage. Comment faire venir des gens pour faire travailler sur un territoire où on compte un taux de chômage important, selon vous, M. Ag?
Oui, le Rwanda, ce n'est pas la première fois qu'ils accueillent des migrants. Ils avaient accueilli dans les années antérieures plus de 100 000 migrants de la Libye. Donc le Rwanda, comme Maître l'a dit, ils essayent d'avoir, d'enrichir leur économie. Donc voilà, au détriment des droits humains. Ouais, l'Angleterre aussi, comme Maître aussi l'a dit, sur le plan politique, le Parti conservateur. Vous pensez que cette politique mise en place par Kigali, le régime de Kagame, éthiquement parlant, est normale? Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale, mais comme Maître l'a dit tout de suite, c'est expliqué par le fait que le Parti conservateur va aller aux élections et vu le bilan qu'ils ont donc en janvier 2025. Donc il fallait, et aussi le fait qu'ils sont en Brexit, le Brexit est effectif depuis. Donc c'est une porte de sortie pour eux, pour dire qu'ils vont désengorger leur pays, mais c'est quand même aberrant quand même. C'est quand même quand on a des gens, des demandeurs d'asile qui ont quitté leur pays, peut-être ils ont fui, un rêve brisé, ils ont fui leur pays peut-être par la famine, peut-être ils sont poursuivis et qu'on les envoie à Kigali, qu'on n'a pas de levier de contrôle, d'ailleurs. Parce que vu Londres, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, voilà, donc le levier de contrôle au niveau de Kigali, personne ne peut... mais surtout, ce qu'il faut aussi dire, c'est que Kigali ne répond pas encore aux standards d'accueil des réfugiés, parce qu'il y a un standard international. Il y a donc des logements qui doivent être aux normes, et puis il faut prévoir aussi une allocation, c'est-à-dire que les gens qui viennent, ils sont démunis, ils n'ont rien, il faut qu'ils aient une allocation pour vivre. Voilà, donc ils se défendent, c'est une organisation. Il faut prévoir aussi un système économique dans lequel ils peuvent s'insérer. Donc il y a tous ces éléments-là qui ne sont pas à la vérité près. Donc on est dans une aventure. Kara, au vu de ce reportage, quelle est la position de l'Union africaine selon vous? Eh bien, parce que déjà... Parce que là, ça touche le continent. Tout à fait. Et ce processus ne date pas d'aujourd'hui, hein, donc il faut le savoir, parce qu'on a vu les images d'avant, c'était le temps du Premier ministre Johnson, Boris Johnson. Donc, et ce pauvre Premier ministre britannique actuel, Sunak, l'a hérité. Donc il est obligé, donc il y a ce double objectif, l'objectif politique et puis l'objectif économique et financier. Mais pourquoi le Rwanda déjà d'abord? Pourquoi le Rwanda? Déjà le Rwanda qui a construit des camps pour ses jeunes, pour des jeunes, et maintenant qui promet un hôtel 2 ou 3 étoiles pour les migrants. Mais ça, c'est pas vrai. C'est du mensonge. Et il n'y aura pas d'hôtel pour ces migrants, il y aura un camp. C'est ce que d'ailleurs les organisations... Donc, selon vous, ces migrants vont laisser pour compte? Mais justement, parce que ils sont... Mais pourquoi avoir menti au monde? Pourquoi Kigali, pourquoi Kagame ment aux gens? Ils ont fait un deal sur le dos des migrants, des pauvres personnes qui n'ont rien demandé qu'à être protégés dans un pays démocratique comme le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, on les renvoie au Rwanda, qui est aujourd'hui considéré par des organisations internationales de droits de l'homme comme un régime autoritaire, voire dictatorial. Donc maintenant, si on sait très bien que ces migrants n'auront pas ils n'auront pas de marge de manœuvre, parce qu'ils pourront pas, ils seront là à attendre comment le traitement de leur dossier. De toute façon, ceux qui quitteront le Royaume-Uni... c'est bien dit. Donc c'est depuis Kigali qu'ils vont essayer de faire... Ils ne remettront plus leurs pieds là-bas. Oui, mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est que parce que le Royaume-Uni se débarrasse de ces migrants-là, précisément parce que quand il y avait un refus de délivrance de statut de réfugié, eh ben, ces migrants-là ne voulaient plus rentrer chez eux parce qu'ils pouvaient arguer devant les tribunaux des craintes de persécution s'ils rentraient chez eux.
Vous voyez? Donc maintenant, le Royaume-Uni s'en débarrasse, en se débarrassant de ces migrants vers le Rwanda. Le Rwanda, lui, en ce moment-là, parce que comme ce n'est pas un état de droit en tant que tel, le Rwanda pourrait toujours renvoyer ces gens-là chez eux, même si ils ont des craintes de persécution. Bon, donc il y a aussi ces risques-là qu'il faut, il faut le dire, et beaucoup d'organisations internationales en parlent. Voilà. Parlons de l'Union africaine, comme je viens de poser la question à M. Karassoli. Selon vous, quelle position l'Union africaine devait adopter, la Commission des droits de l'homme qui existe au sein de cette institution? Est-ce qu'elle devait se prononcer? Oui, mais pour dire non. Pourquoi on ne dit pas non à Kigali par rapport à toutes ces... Mais non, parce qu'il y a... Est-ce qu'on a peur de Kagame, par exemple? Ça, c'est des accords bilatéraux. Oui. C'est un accord bilatéral entre deux États souverains. Voilà, donc on ne peut pas s'immiscer dans ces accords-là. Bon, la question qui se pose... Mais là, il s'agit des ressortissants des pays africains. Surtout la plupart. Ah oui, la plupart. La majorité. Donc l'Union africaine a son mot à dire. Voilà, mais la question qui se pose, c'est est-ce que cet accord bilatéral contrevient à un accord international multilatéral entre les États africains dans le cadre de l'Union africaine? C'est ça la question. Puisque la question, c'est une question... J'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez qu'un accord bilatéral prime sur des accords internationaux? Non, s'il y a un accord multilatéral, l'accord multilatéral prime sur l'accord bilatéral. Parce qu'il y a des engagements internationaux qui sont pris. Oui. Parce que dans les instruments de l'Union africaine, la question est de savoir s'il y a un instrument qui protège les réfugiés sur le territoire africain. Il faut voir s'il y a un instrument qui existe dans ce sens. S'il y a cet instrument, est-ce que l'accord bilatéral entre le Rwanda et le Royaume-Uni contrevient à cet accord multilatéral ou pas? Voilà. Si ça contrevient, dans ce moment-là, il faut attaquer cet accord dans le cadre des institutions internationales qui existent. Selon vous, la Cour internationale de justice. Comment cet accord affecte-t-il les droits fondamentaux des migrants et quels sont les impacts humanitaires? Non, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces migrants, à la vérité, ils n'ont pas fait le choix. Parce que le choix du pays où on veut aller pour se faire protéger est important. Voilà, c'est-à-dire que quand on choisit le Royaume-Uni et pas la France, on sait pourquoi. Soit parce qu'il y a des affinités de langue, de culture, etc. Donc, déjà, on ne prend pas en compte le choix du migrant. Donc, on impose au migrant un pays qu'il n'a pas choisi. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une atteinte fondamentale déjà à la détermination personnelle. C'est que le gouvernement de Kigali complètement ignore. Monsieur Hag, dites-nous, pensez-vous que d'ici quelques années, après, d'ici 10 mois, je pense, d'ici 10 semaines, ces migrants vont arriver sur le sol rwandais? Est-ce que dans quelques années, s'ils ne quittent pas le sol rwandais, il va y avoir des crises entre la communauté autochtone et ces nouveaux arrivants? Mais bien sûr, quand vous avez les citoyens lambda au Rwanda qui ne gagnent pas au-delà de 2 euros ou bien qui soient au seuil de 2 euros par jour, ces migrants vont arriver, chacun aura peut-être 1 000 euros, 1 200 euros, et puis voilà. Il y en a peut-être certains qui vont investir dans l'informel, et voire même toucher au foncier. Et vu que le Rwanda est un petit pays, donc cela peut apporter de lourdes conséquences dans l'avenir. Kara, beaucoup d'observateurs craignent qu'une autre crise se pointe à l'horizon sur le sol rwandais avec l'arrivée de ces migrants. Exactement. Malheureusement, après le génocide que le monde entier a connu, malheureusement, entre les Hutus et les Tutsis, si encore on ajoute ces milliers de migrants qui vont être installés dans des camps, parce que je suis persuadé que on ne va pas construire d'hôtels 2 ou 3 étoiles pour eux. Ils seront parqués dans des camps. Et dans ces camps-là, ils auront... le Rwanda est un petit territoire, nous sommes d'accord. Et dans ces camps-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter qu'il y ait des affrontements entre ces migrants et la population rwandaise? Et puis aussi, c'est une politique de longue haleine. C'est pas qu'on amène une partie des migrants et puis ça s'arrête. C'est un accord, voilà, c'est continuel. C'est un accord signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, et tous les dossiers qui ne seront pas acceptés au Royaume-Uni, quelle que soit
la provenance de la personne, donc on l'expulse au Rwanda, même si c'est, je ne sais pas, un Pakistanais ou un Afghan. Donc je crois que ça... Et surtout la grande majorité, c'est des Africains. Parce que celui qu'on a écouté, c'est un Sud-Africain. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on... S'il il voulait se réfugier au Rwanda, il n'a même pas besoin de venir en Grande-Bretagne. Il allait directement au Rwanda. Mais s'il est venu en Grande-Bretagne, parce que c'est là-bas où il considère que sa sécurité peut être préservée et protégée. Donc le régime de Kagame n'est pas l'exemple d'un régime démocratique. Et ces gens-là ne peuvent même pas avoir de possibilité de recours pour cette situation. Concernant l'Union africaine que vous venez de dire, eh bien, tout à fait, son silence est particulièrement curieux. Pourquoi Est-ce que vraiment l'Union africaine ou la communauté internationale a peur de parler à Paul Kagame parce qu'il se reproche quelque chose? C'est peut-être pas peur, mais c'est justement, c'est toujours cette idée de génocide qui s'est passé au Rwanda. Donc, pour vous, Paul Kagame profite de cette situation pour pouvoir mater les institutions et les autres pays. Pour faire même ce qu'il veut. Oui. C'est-à-dire qu'il profite de cette situation pour laisser la communauté internationale fermer les yeux, déjà surtout à l'est du Congo, hein, c'est un autre débat, mais aujourd'hui le Rwanda agit à l'est du Congo de façon libre, hein, Parlant de l'Est du Congo, effectivement, nous avons vu dans un rapport récent que le Rwanda, qui n'a pas des matières premières telles que le coltan sur son sol, est le premier exportateur de cette matière première. Maître Zamba, par rapport à cette situation, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres analystes qui pensent que, vu le territoire restreint de ce petit pays des Grands Lacs, comme l'a si bien dit notre chroniqueur Karasoli, le Rwanda, Kigali, pourrait éventuellement déloger les migrants à l'est du Congo pour occuper ou bien travailler dans les mines. Bon, ça c'est un peu de la politique fiction. Oui. C'est de la politique fiction, mais tout est possible dans l'imagination. Mais pour revenir à la position de Kigali qui profite de génocide pour pouvoir... Je pense que c'est un argument intéressant sur l'étroitesse de la superficie du Rwanda et des conflits à venir, ça c'est sûr. Et moi, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que le président Kagame a une stratégie, je dirais, de puissance dans la sous-région. C'est-à-dire qu'il exporte sa puissance militaire un peu dans des pays qui sont un peu voisins. Hein. C'était même, je crois que c'était le Mozambique, hein, où il a envoyé ses troupes pour aller sécuriser là-bas. Il est en Centrafrique. Là, il est en train de signer des accords avec le Congo-Brazzaville. Donc, il était aussi... il va envoyer aussi des troupes au Bénin. Au Bénin, voilà. Donc, il a une politique d'expansion militaire qui est orchestrée. Donc, je pense que l'ambition peut être aussi parmi ces gens qui vont arriver, d'en naturaliser certains, et puis de les recruter dans les forces armées, parce que il y a aussi cette ambition aussi un peu impérialiste. Hein, impériale. Bon, je dirais pas impérialiste, mais impériale. Voilà. C'est ça, mais il n'en demeure pas moins que je pense que le Rwanda, le président Kagame n'a pas pris une bonne décision, parce que ça va déstabiliser la configuration de la population du Rwanda. Ces gens qui vont arriver qu'ils s'insèrent bien et qu'ils réussissent, ça va générer des jalousies. Qu'ils ne s'insèrent pas bien, ils vont générer du banditisme. Donc dans les deux cas, il y aura des conséquences qui vont être mal vues ou mal interprétées sur la population. Et pour revenir sur la communauté internationale, il faut quand même remarquer que le Haut Commissariat des réfugiés a quand même fait un communiqué dans lequel il s'est plaint de cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Oui, Amnesty International aussi. Qui est d'ailleurs basé à Londres. Voilà, absolument. Donc il y a quand même une montée, il y a quand même des réactions donc, de la communauté internationale sur ces points. Monsieur Ag Mohamed, est-ce que vous pensez que Paul Kagame profite de cette situation post-génocide pour pouvoir faire ce qu'il veut, comme l'a si bien dit M. Karasoli, et bafouer ainsi les droits fondamentaux, les droits humains, au profit de la manne financière? En tout cas, quand même, ramener un Sud-Africain peut-être qui est poursuivi par l'Afrique du Sud, des gens qui sont poursuivis par leur pays, les ramener
au Rwanda et que on connaît bien les pays africains, il y a beaucoup de solidarité, il y a des gens qui sont recherchés, des opposants politiques, on peut les rendre, on a vu plusieurs cas, on a vu beaucoup de cas d'opposants politiques qui ont été rendus à certains pays africains et ça ne s'est fait nulle part peut-être si ce n'est en Afrique et ça vraiment ça peut nuire vraiment à l'image du Rwanda qui a connu un génocide vraiment de plus d'1 million de morts en 1994. Nous venons de fêter le 30e anniversaire, voilà. la commémoration de ce génocide. Voilà. Et ça, ramener des Africains qui vont quitter l'Europe et partir vers l'Afrique, il serait mieux de créer des centres de rétention. Par exemple, ce que fait l'OIM, l'Organisation internationale des migrants, en Algérie, au Niger, en Libye, en Tunisie, au Maroc, ça, qui quand même ont des moyens pour convaincre le migrant qui vont les financer, ils vont lui donner un budget, ils vont aller les soutenir, il va retourner chez lui, ils vont les soutenir. Mais là, à venir jusqu'ici, peut-être la plupart des gens qui viennent ici, c'est des gens qui fuient leur pays pour des raisons, pour des grandes raisons. J'ai une dernière question à poser à notre chroniqueur Kara Souli. Ce qui est paradoxal, M. Kara, Rishi Sunak, originaire de Kenya et de Tanganyika, comment ça se fait comment expliquer que ce sont souvent les migrants qui sont durs vis-à-vis des autres migrants? Exactement, c'est-à-dire des gens d'origine étrangère et qui ont des hautes fonctions en Europe, malheureusement, se comportent très mal vis-à-vis des ressortissants des pays étrangers. Et donc, le Premier ministre actuel du Royaume-Uni, et comme je l'ai dit, qu'il a hérité ce dossier, mais il peut aussi l'arrêter. Il peut l'annuler, mais il a continué sur cette lancée pour juste des visées électoralistes. Et puis et puis aussi pour ces pauvres migrants qui n'ont rien demandé et qui vont subir cet acte qui est intolérant. Quel répondez-vous à cette lecture? Comment ça se fait comment expliquer cela? Un Premier ministre qui a réussi en Occident, et, qui vient du continent et qui est dur vis-à-vis de ses semblables. En fait, moi je pense qu'il ne faut pas être essentialiste. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un pays qu'on va être forcément gentil avec les gens. C'est-à-dire que... c'est une question. Voilà, en fait, c'est Premier ministre, il est d'abord, avant tout, membre d'un parti. Il est britannique, il est membre d'un parti qui a une ligne politique. Donc, il fait corps avec l'idéologie de son parti. Ses partis a une ligne politique. Donc, lui, il est désigné pour exécuter le plan du parti. Donc, il met de côté ses considérations. C'est comme Obama en Amérique. Il faut plutôt parler du régime autoritaire qui n'a pas d'une opposition forte de Kagame. Ça se voit que c'est Kagame qui mène le jeu. Mais un point que je voulais quand même souligner, c'est que ça peut être une stratégie pour le Royaume-Uni de se débarrasser des migrants d'origine africaine. Voilà, puisque le critère qui faisait qu'on ne pouvait pas les expulser, c'était l'État où ils devaient être expulsés n'était pas sécuritaire, n'était pas suffisamment sécuritaire pour leur envoyer là-bas. Donc, le combat juridique qui a été fait par les députés, c'était de considérer le Rwanda comme un État sécuritaire, en fait. Donc, à partir du moment où le Rwanda est considéré par le Royaume-Uni comme un État sécuritaire pour ces migrants, on peut les renvoyer là-bas. Comme c'est des Africains, s'ils ne sont pas contents du Rwanda, ils peuvent rentrer chez eux. Alors que quand le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, les expulsions se faisaient d'un pays où le migrant venait, par exemple, si la personne venait de l'Italie, on allait renvoyer la personne en Italie, mais vu que c'est le Brexit, il fallait trouver un pays sur le continent pour pouvoir accueillir ces migrants. Un pays sûr. Voilà. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi
ce énième numéro de votre magazine À vous de convaincre. À vous de convaincre, vous êtes un homme, une femme d'action, vous avez des idées, des projets et des réalisations. C'est ici que vous venez nous convaincre. Je suis ravi de vous avoir sur ce plateau en ces dates, Maître Brice Zamba. Je vous remercie, Monsieur Roca. Monsieur Ag Mohamed, merci d'être venu. Merci. C'était un débat très intéressant. Et Karasoli, en tout cas, merci d'avoir tenu ces débats. Merci beaucoup, avec la très très belle tenue oui, Touareg, tout à fait, oui, tout à fait. Et sur le plateau, donc nous vous remercions et puis nous vous souhaitons une excellente soirée. Alors nous disons merci aussi à l'équipe technique dirigée par notre cher Romain de Menck et à très bientôt pour un prochain numéro.